Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Les Voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift. C'est notre quatrième, quatrième, oui je crois, quatrième live sur cette œuvre. Nous lirons aujourd'hui la suite de la deuxième partie à partir du chapitre 4. De toute façon, comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement à l'endroit qui vous intéresse. D'ailleurs, la petite hésitation que je viens d'avoir en début de live va me permettre d'embrayer directement sur un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous. Nous sommes le dimanche 8 juin 2025 et j'hésite à enchaîner avec un autre live juste après la lecture, qui serait un live introspection in my head, et ce serait un peu pour m'organiser puisque je commence à voir un peu des patterns se répéter, à comprendre deux trois trucs. Et je me dis qu'il serait pas mal que je mette ça un peu à plat et que je vous en fasse part. Et donc, notamment, ça a directement lien avec les lives, puisque je me suis fait la réflexion, je m'en doutais un petit peu, que de faire un live de lecture par semaine, comme c'est le cas depuis 3 semaines, je crois que ça ne me correspond pas. Je crois que ça ne me convient pas. Pourquoi? Parce que, du coup, j'arrive un peu sur le même souci, le même problème que j'avais avec, les lives de gaming à l'époque. C'est-à-dire que, si je ne suis pas assez investi, si je ne suis pas assez «la lecture» entre guillemets, eh bien, ça devient très problématique, très difficile de s'y remettre. Là, le fait de ne pas avoir lu depuis une semaine Le Voyage de Gulliver, j'ai beaucoup plus de misère à me rappeler des événements précédents, beaucoup plus de misère à me remettre dans le mood pour poursuivre l'aventure, entre guillemets, pour poursuivre l'histoire. Euh, Ça a été un problème pour les lives de gaming à une époque, tant et si bien que il y a de nombreux let's play que je n'ai jamais terminés, tout simplement parce que je pense que si je les avais fait d'une traite en faisant des lives très rapprochés et que j'avais maintenu quelque part la hype, que j'avais entretenu la flamme et de la passion qui me prenait à ce moment-là, je pense que j'aurais été plus loin, je pense que j'aurais peut-être fait un let's play complet, etc. Alors que quand j'espace un peu trop longtemps mes sessions de jeu, bah, je perds cette hype, je perds cette flamme, et au final, je me dis: «Ah vas-y, ça traîne, ça me saoule, je me rappelle plus de ce qui s'est passé, tant pis, je m'amuse pas autant que ce que je croyais», et ainsi de suite. Donc je pense que, bah, il y a un rythme qui permet de mieux apprécier les choses, en tout cas pour moi. Hem et donc concernant les lectures, ça fait des années et des années et des années que je fais 2 lectures par semaine minimum. Et 2 lives de lecture par semaine, ça me paraissait être ouais, ça me paraissait être une base solide, une dose, parfaite pour moi. Parce que ça me permettait que ce soit pas trop, que ça ne soit pas non plus pas assez. Et du coup, ouais, j'étais dans une sorte d'équilibre là-dedans. Là, franchement, une fois par semaine, je me dis: «Mais déjà, rien que la lecture du Voyage de Gulliver, on est à la page 150. Et il y en a 400, je me dis: «Mais» déjà que parfois je passais, 1 mois, voire 2 sur certaines lectures un peu longues, je me dis: «Mais là, on est parti, pour, 3-4 mois sur chaque lecture, et si j'ai envie de faire autre chose? Et si j'ai envie de faire un autre live à un moment? Ça va encore, allonger ce temps». Bref, je vois déjà que ça m'agace. Heu, pour le moment, c'est pas encore trop fort, mais j'ai déjà décelé ça. J'ai déjà décelé ça et j'ai pas envie de perdre de l'intérêt pour les voyages de Gulliver parce que, globalement, les voyages de Gulliver, j'aime bien. Mais je sens que cet effet, de lire de façon très espacée, très parcellaire, risque de jouer en ma «défaveur» entre guillemets, à l'appréciation de cette œuvre. Hem, donc, je ne promets pas un retour de 2 lives par semaine. Je vous tiens juste au courant que c'est vraiment un sentiment qui m'a envahi, et une réflexion que je me suis faite ces derniers jours. Et du coup, dans l'idéal, j'aimerais faire 2 lives de lecture par semaine. Dans l'idéal. Est-ce que ça va se réaliser
comment ça peut se réaliser, et cetera. Il faut que j'y réfléchisse et ça sera peut-être en partie le sujet, du live qui va suivre juste celui-ci, si je garde la motivation d'ici là, pour, m'organiser, ben, tout simplement sur mon emploi du temps de live et d'autres projets. Parce que, ouais, j'ai vraiment beaucoup de choses que j'aimerais incorporer dans mon agenda, incorporer dans ma vie, dans ma routine quotidienne et bah, juste j'ai du mal. J'ai du mal à mettre tout ça. Il y a trop de choses, ça ne marche pas. Bref. Je vous invite à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude autant que vous m'écoutez. Santé à tous et à toutes. On va pouvoir se lancer assez rapidement. Petit rappel, pour ceux qui, comme moi, commenceraient donc à un petit peu oublier ce qui se passe. Je vais vous lire. Donc, on avait commencé la deuxième partie, et je vais vous lire le résumé des chapitres de la deuxième partie, pardon, pour que vous vous resituiez un petit peu sur l'histoire. Donc, dans le chapitre 1, donc je rappelle qu'on est, pardon, dans le voyage numéro 2, le voyage à Brobdingnag. Dans le chapitre 1, on avait une description d'une grande tempête. La chaloupe va à terre pour faire de l'eau, l'auteur s'y rend aussi afin d'explorer le pays. Laissé sur le rivage, il est capturé par un indigène et transporté dans une ferme. Comment il y est reçu et quelles aventures lui arrivent, et la description des habitants. Dans le chapitre 2, il y avait le portrait de la fille du fermier, l'auteur est conduit au marché du bourg puis à la capitale, et les détails du voyage. Dans le chapitre 3, l'auteur est mandé à la cour, la reine l'achète au fermier son maître et le présente au roi. Discussions avec les plus grands savants du royaume, on lui installe un appartement à la cour, il devient le favori de la reine. Comment il défendit l'honneur de son pays, ses querelles avec le nain de sa majesté. Donc voilà ce qu'on avait lu pour le moment du voyage à Brobdingnag. Cependant, inverse, j'ai envie de dire, au premier voyage à Lilliput, puisque cette fois-ci, c'est Gulliver qui se retrouve parmi les géants. Donc c'est une aventure très intéressante à suivre. On avait dit la fois dernière, un petit peu répétitif par moment, j'ai un peu peur de ça. Mais je suis globalement plutôt séduit par l'œuvre pour le moment. J'attends vraiment de voir où elle va aller maintenant. Je pense qu'on est un peu à un moment pivot de la lecture pour moi. Si ça continue à trop se répéter, je risque de vraiment décrocher, entre guillemets, en termes d'intérêt. Euh, Sinon, je pense qu'il peut y avoir un renouveau qui attise la flamme si juste il va sur des nouveaux sujets, en fait. Bref. Je te souhaite une bonne écoute, Nordom, qui me suit en live. Bonne écoute à tous les membres du chat. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont suivi pendant que j'étais en off sur Twitch. Vous êtes nombreux depuis plusieurs mois que je stream vraiment de manière irrégulière. Et depuis que j'ai repris de façon régulière également. Donc merci à tous. Je ne vais pas citer vos pseudos parce que vous êtes un peu nombreux et je ne saurais plus où reprendre exactement. Mais je l'ai vu et ça me touche. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'allais dire d'ailleurs? Ah oui, c'est parce que je parlais du fait que les lives étaient irréguliers, mais maintenant ils sont réguliers, puisque a priori c'est un tous les dimanches. En tout cas, ça commence à s'instaurer doucement. Et puis, bonne écoute à ceux qui me regardent également en rediffusion sur YouTube. Comme d'habitude, si vous me regardez sur YouTube, j'en parle dès maintenant, mais n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la lecture, à vous abonner et tutti quanti. C'est super important pour la visibilité du contenu, mais ça vous le savez déjà. Et c'est également important pour moi, parce que franchement, avoir des retours, eh bien ça permet de se remettre en question, de se jauger, de prendre aussi des vagues d'amour, et on va pas se mytho, ça fait plaisir. Ça flatte l'ego, n'est-ce pas? Donc non, franchement, n'hésitez pas, c'est toujours hyper bienveillant ce que je reçois, et c'est toujours un gros plaisir de vous lire. Coucou Zikael, comment tu vas? Bienvenue sur le live. Bah écoute, plutôt la forme, j'allais lancer la lecture. Je te souhaite une bonne écoute à tous. Ce soir, non pas ce soir, aujourd'hui, je vais séparer la lecture en 3.
C'est ça que j'avais repéré? Attendez, parce que j'ai repéré hier et j'ai pas repéré aujourd'hui. Ça ferait 6 pages, ensuite ça ferait 12 pages et ensuite ça ferait 10 pages. OK. Oui, voilà, c'était ça que j'avais décidé. Alors, si je lis toute la fin de la deuxième partie, ça risque de faire un live vraiment très long et j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Hem et puis même sur les lives de lecture, globalement, j'ai pas envie de ça. Parce que je trouve que ça peut, comment dire? Porter préjudice à la qualité de la lecture. Du coup, j'ai décidé de faire un peu bâtard, mais bon. On va lire le chapitre 4, 5 et 6 qui sont plutôt courts, mais au total, ça devrait nous faire un live à peu près similaire en temps par rapport à d'habitude. Et puis on lira le chapitre 7 et 8 qui clôture cette deuxième partie lors du live de la semaine prochaine, certainement. Donc voilà, ce sera certainement un live très court la fois prochaine. Bref, trêve de bavardage. Je reprends mon souffle, je rebois un coup. Et je me lance. Ça fait vraiment bizarre de lire après s'être lavé les dents. Bref, c'est un truc que j'essayais d'éviter tout le temps, parce que vraiment c'est trop astringent et je trouve que ça n'aide pas à lire bien. Mais là, je suis un peu obligé. Allez, je me tais. Chapitre 4. Je me propose maintenant de décrire brièvement pour mon lecteur ce pays, ou du moins ce que j'en ai vu, car je ne me suis jamais éloigné de plus de 700 lieues de la capitale, Lorbrulgrud. Je faisais en effet partie de la maison de la reine, qui ne dépassait jamais cette distance lorsqu'elle accompagnait le roi dans ses déplacements, mais attendait que sa majesté revînt de ses tournées d'inspection aux frontières. Les états de ce prince ont 2000 lieues de longueur et 2 miles à miles. Pardon, non, c'est 1000. Je sais jamais s'il faut lire 1000 ou miles, ça dépend des phrases. Bref, je reprends. Les états de ce prince ont 2000 lieues de longueur et de 1000 à 1500 lieues de largeur. Et de ce fait, il me faut bien conclure que nos géographes d'Europe se trompent lourdement lorsqu'ils affirment qu'on ne rencontre que la mer entre le Japon et la Californie. J'avais toujours eu l'idée qu'il devait y avoir là quelques terres importantes, pour servir de contrepoids au grand continent de Tartarie. Les voilà donc obligés de corriger leurs cartes et leurs atlas, en ajoutant au nord-ouest de l'Amérique cette vaste étendue de terre, et je suis prêt à leur apporter mon concours pour effectuer cette correction. Le royaume forme une presqu'île, terminée au nord par une chaîne de montagnes hautes de 50 000 mètres, et rendues infranchissables par les volcans qui les couronnent. Les plus grands savants ignorent absolument quelle sorte de mortels habitent au-delà de ces montagnes. Ils ne savent même pas s'il y a des habitants. Les 3 autres côtés sont bordés par l'océan. Il n'y a pas un seul port maritime dans tout le royaume, les embouchures des rivières sont barrées de récifs très aigus, et la mer est presque toujours démontée, si bien que jamais un navire ne s'y aventure, et que ce peuple est coupé de toute relation avec le reste du monde. Mais les grands fleuves regorgent de bateaux, et d'excellents poissons y abondent. Les Brobdingnagiens pêchent très rarement en mer, car les poissons ne sont pas plus gros chez eux qu'en Europe et ne valent pas d'être pêchés. Ce qui prouverait que la nature n'a créé des plantes et des animaux de dimensions si prodigieuses que sur ce seul continent, pour des raisons que je laisserai découvrir à nos philosophes. Il arrive de temps à autre qu'on attrape une baleine, assommée sur les récifs, et les gens du peuple en mangent volontiers. J'en ai vu pêcher de si grosses qu'un homme pouvait à peine en charger une sur ses épaules, et on a quelquefois la fantaisie d'en faire venir dans des bourriches jusqu'à Lorbrulgrud. On en servit une, à titre de curiosité, à la table du roi, mais il ne parut pas l'apprécier beaucoup. Je pense en fait que la grosseur de l'animal le dégoûtait. J'en ai pourtant vu au Groenland un spécimen sensiblement plus gros. Le pays est fort peuplé, puisqu'il compte 51 cités importantes, près de 100 villes fortes et un grand nombre de villages. Pour satisfaire le lecteur curieux, qu'il me suffise de décrire Lorbrulgrud. Cette ville est construite sur un fleuve qui la partage en 2 parties presque égales. Elle compte plus de 80 000 maisons, avec une population d'environ 600 000 âmes. Ses dimensions sont de 3 glomglung, environ 18 lieues, sur 2,5.
J'ai pu moi-même relever ces chiffres sur le plan royal, dessinés sur les ordres de Sa Majesté, et que l'on avait déployé par terre à mon intention. Ce plan mesurait 100 pieds de long. Je me déchaussai, et je parcourus plusieurs fois, en comptant mes pas, le tracé du diamètre et du périmètre de la ville, ce qui, en tenant compte de l'échelle, me donna des mesures assez précises. Le palais du roi n'est pas un édifice régulier, mais plutôt un ensemble de bâtiments ayant 3 bonnes lieues de tour. Les grandes salles ont généralement 240 pieds de haut et sont longues et larges en proportion. Un carrosse fut mis à notre disposition et souvent Glumdalclitch et moi, chaperonnés par sa gouvernante, nous sortions visiter la ville ou courir les magasins. J'étais toujours de la partie, dans ma boîte. Mais souvent je priais la jeune fille de me prendre dans sa main pour mieux voir les maisons et les gens, tandis que nous passions par les rues de la ville. Je calculai que notre carrosse égalait Westminster Hall en surface, tout en étant moins haut. Il est possible d'ailleurs que mes mesures soient inexactes. Un jour où la gouvernante avait fait arrêter devant un groupe de boutiques, les mendiants, saisissant l'occasion, s'amassèrent en foule aux portières, offrant à mon regard le plus affreux spectacle qui eût jamais frappé l'œil d'un Européen. Il y avait une femme dont le sein, atteint d'un cancer, était enflé dans des proportions monstrueuses et creusé de trous dans lesquels j'aurais pu me loger tout entier. Un malheureux avait sur le cou une loupe plus grosse que 5 balles de laine, un autre marchait sur des béquilles de 20 pieds de haut. Mais le spectacle le plus hideux était encore celui de toute la vermine qui se promenait sur le rayon. Je distinguais les pattes des poux à l'œil nu, bien plus clairement qu'on ne les voit chez nous au microscope, et le groin avec lequel ils fouillaient comme des cochons. Je n'en avais jamais vu auparavant, et il m'eût intéressé d'en disséquer un, si j'avais eu les instruments adéquats. Mais j'avais malheureusement laissé les miens sur le navire. Ils étaient pourtant si horribles à voir que j'en avais la nausée. En plus de la grande boîte qui me servait de logis, la reine m'avait fait faire une caissette de voyage, de dimension moindre, 12 pieds de côté et 10 pieds de hauteur. La première, en effet, était un peu grande pour les genoux de Glumdalclitch et encombrante en voiture. On en confia l'exécution au même artisan et je lui dessinai moi-même le plan. Ce cabinet de voyage avait exactement la forme d'un cube, et 3 de ses murs étaient percés d'une fenêtre grillagée à l'extérieur pour éviter tout accident pendant les longs voyages. Sur le côté, où il n'y avait pas de fenêtre, étaient fixés 2 solides anneaux dans lesquels on pouvait passer une courroie, de sorte que si je voulais voyager sur un cheval, le cavalier se mettait la courroie autour de la taille. Parfois, Glumdalclitch était souffrante. On me confiait alors à des domestiques toujours bien choisis quand j'accompagnais le roi ou la reine dans leur voyage, quand je désirais me promener dans les jardins et rendre visite à une grande dame ou à un ministre d'État. Car j'avais rapidement gagné l'estime des grands, moins j'en suis sûr, pour mes mérites personnels, qu'à cause de la faveur que m'accordait leur majesté. En voyage, quand j'étais las d'être en voiture, on me confiait à un serviteur à cheval qui enroulait la courroie autour de son corps et installait devant lui, sur un coussin, mon petit cabinet, par les fenêtres duquel je voyais très bien le paysage. Il s'y trouvait un lit de camp, un hamac fixé au plafond, 2 chaises et une table vissées au plancher, car les cahots de la voiture ou du cheval n'auraient pas manqué de les culbuter. Une longue habitude de la mer me permettait de supporter très bien ces secousses, pourtant très rudes parfois. Lorsque j'avais envie de visiter la ville, j'utilisais toujours ce petit cabinet de voyage que Glumdalclitch tenait sur ses genoux. Elle-même était dans une sorte de chaise à porteur ouverte, d'un type courant dans le pays, portée par 4 hommes et escortée de 2 laquais ayant la livrée de la reine. Le peuple, qui entendait beaucoup parler de moi, était toujours très désireux de me voir. On faisait foule autour de la chaise et la jeune fille, souvent, avait la complaisance de faire arrêter les porteurs pour me prendre dans sa main, afin qu'on me vît plus commodément. Je tenais beaucoup à visiter le temple le plus important de ce pays, et en particulier sa tour qu'on dit être la plus haute du royaume. Ma petite gouvernante m'y conduisit donc un jour, mais je dois dire en toute sincérité que je revins déçu, car le moment n'a pas plus de 3000 pieds depuis le sol jusqu'au point le plus élevé, ce qui n'a vraiment rien d'extraordinaire si l'on tient compte de la différence de taille qu'il y a entre les habitants du pays et les Européens. Toute proportion gardée, et si mes souvenirs sont exacts, leur clocher ne vaut pas celui de Salisbury. Mais pour ne pas être injuste envers une nation dont je me proclamerai toute ma vie l'obligée, je dois reconnaître que la célèbre tour gagne en beauté et en puissance ce qu'elle perd en hauteur. Car ses murs ont près de 100 pieds d'épaisseur, et sont faits de pierres de taille
dont chacune a une surface de 40 pieds carrés. De plus, elle est garnie de tous côtés de niches et de statues en marbre représentant des dieux et des empereurs plus grands que nature. Je mesurai le petit doigt d'une des statues qui avait été brisée et gisait dans un tas de décombres. Je lui trouvai exactement 4 pieds et 1 pouce. Glumdalclitch l'enveloppa soigneusement dans son mouchoir et l'emporta, pour le garder précieusement avec d'autres babioles dont elle raffolait, comme tous les enfants de son âge. La cuisine royale est un édifice vraiment superbe, couronné par une voûte de 600 pieds de haut. Il s'en faut d'à peine 10 pas que le diamètre du grand four n'égale celui du dôme de la cathédrale Saint-Paul. Je l'ai mesuré exprès à mon retour en Angleterre. Mais je n'entreprendrai pas de décrire les grilles du foyer, les gigantesques marmites et casseroles, les pièces de viande tournant sur les broches, et bien des choses encore. Peut-être qu'on ne me croirait pas, ou du moins les esprits critiques penseraient que j'exagère un peu comme font tous les auteurs de voyage. Mais j'estime au contraire que la crainte d'encourir ce reproche m'a plutôt fait tomber dans l'excès opposé, et que, si cet ouvrage venait à être traduit dans la langue de Brobdingnag, tel est le nom généralement donné à ce royaume, et envoyé là-bas, le roi et son peuple pourraient, non sans raison, estimer que mes descriptions sont inexactes et mes évaluations inférieures à la réalité. Sa Majesté entretient rarement plus de 600 chevaux dans ses écuries. Ceux-ci ont entre 504 et 60 pieds de haut. Ont entre 54 et 60 pieds de haut. Mais pour ses sorties solennelles, il se fait suivre d'une garde de 500 cavaliers, dont le défilé me parut être le plus magnifique spectacle que l'on pût contempler. Jusqu'au jour où je vis une partie de l'armée rangée en ordre de bataille. Mais j'aurai l'occasion de reparler de cet événement. Chapitre 5. Ma vie se serait déroulée fort agréablement en ce pays si ma petite taille ne m'avait exposé à divers accidents ridicules ou ennuyeux, dont je me permettrai de compter quelques-uns. Glumdalclitch m'emportait souvent dans ma petite caissette jusqu'au jardin du palais, et là elle me faisait sortir quelquefois pour me prendre dans sa main ou me donner l'occasion d'une promenade sur le sol. Je me souviens qu'un jour, le nain de la reine, qui n'avait pas encore été disgracié, nous avait suivis dans ses jardins et, comme ma nourrice m'avait déposé à terre non loin de lui, et près d'un groupe de pommiers nains, je ne pus résister à la tentation de faire de l'esprit, comparant assez sottement l'homme à l'arbre, car dans leur langage les termes s'y prêtaient, comme dans le nôtre. Là-dessus, ce mauvais drôle guetta un moment propice, et juste quand je passais sous une branche, il la secoua au-dessus de ma tête, faisant grêler une douzaine de paumes, grosses au moins comme des tonneaux de Bristol. L'une d'elles m'atteignit dans le dos, l'instant même où je me baissai, et me fit choir le nez par terre. Mais je m'en tirai sans plus de mal, et le nain obtint son pardon à ma demande, car c'est moi qui l'avais provoqué. Une autre fois, Glumdalclitch m'avait laissé me récréer à l'aise sur une pelouse de gazon tendre, tandis qu'elle se promenait un peu plus loin avec sa gouvernante, quand il se mit à tomber brusquement une averse de grêle, d'une telle violence qu'elle me renversa sur le sol. Étendu de tout mon long, je fus livré des pieds à la tête au cruel martèlement des grêlons qui me frappaient comme autant de balles de tennis. Je parvins cependant à me traîner à 4 pattes et à me blottir à plat ventre sous une bordure de thym qui m'abrita tant bien que mal. Je n'en fus pas moins tellement couvert de bleu que je dus garder la chambre pendant 10 jours. Et la chose n'a rien d'étonnant, car la nature dans ce pays, réalisant toutes ses œuvres suivant les mêmes proportions, les grêlons de Brobdingnag sont 1800 fois plus gros que ceux d'Europe. Je suis en droit de l'affirmer, car j'ai eu la curiosité de les peser et de les mesurer. Je connus dans le même jardin une aventure plus dangereuse, le jour où ma petite gouvernante, croyant me laisser en lieu sûr, et cédant aux prières instantes que je lui faisais, dans mon désir de rester seul avec mes pensées, s'en était allée dans une autre partie du jardin avec sa gouvernante et 2 ou 3 dames de ses amies. Elle avait ce jour-là laissé à la maison ma boîte, qui lui semblait lourde à porter. Or, comme elle se trouvait bien trop loin pour entendre ma voix, il arriva que le chien d'un des maîtres jardiniers, un petit épagnol blanc, pénétra dans le parc royal et se mit à gambader du côté où je me trouvais. Guidé par son flair, il s'en vint droit vers moi, me saisit dans sa gueule, puis, courant vers son maître en remuant la queue, il me déposa fort délicatement à ses pieds. Par une grande chance, il avait été si bien dressé qu'il me porta entre ses dents sans me faire aucun mal, pas même un accroc à mes vêtements. Mais le pauvre jardinier,
qui me connaissait bien et avait beaucoup d'affection pour moi, était dans tous ses états. Il me prit doucement dans ses deux mains, me demanda comment je me sentais, mais j'avais le souffle si court et j'avais subi un tel choc que je ne pus répondre mot. Au bout de quelques instants, je repris mes esprits, et il me rendit sain et sauf à Glumdalclitch qui, revenu entre-temps à l'endroit où elle m'avait laissé, et m'ayant appelé avec angoisse sans recevoir de réponse, était horriblement inquiète de ne m'apercevoir nulle part. Elle reprocha vivement au jardinier le méfait de son chien, mais l'affaire fut étouffée, et la cour n'en sut rien, car la jeune fille craignait la colère de la reine, et, pour ma part, je ne voyais pas ce que ma réputation eût gagné à ce que cet incident s'ébruitât. Après cette aventure, Glumdalclitch se jura de ne plus jamais me laisser seul dehors. Depuis longtemps, je redoutais cette résolution. Aussi lui avais-je caché diverses petites mésaventures survenues quand on me laissait seul. Une fois, c'était un milan qui planait au-dessus du jardin et avait fondu sur moi. Si je n'avais alors résolument tiré mon sabre d'abordage et couru sous un espalier touffu, il m'aurait certainement emporté dans ses serres. Une autre fois, marchant sur une taupinière toute fraîche, je m'enfonçai jusqu'au cou, dans le trou par où l'animal avait rejeté la terre, et il me fallut inventer une histoire quelconque pour expliquer l'état de mes vêtements. Un jour aussi, je pensais me rompre le tibia contre une coquille d'escargot que j'avais heurtée par mégarde, alors que je me promenais seul, en rêvant à ma pauvre Angleterre. Je ne saurais dire si je me trouvais flatté ou vexé, au cours de mes promenades solitaires, de voir que je n'inspirais pas la moindre frayeur aux oiseaux les plus petits. Au contraire, ils sautillaient à moins d'un yard de moi, cherchant des vers ou d'autres choses à manger, avec la même tranquille indifférence que si nulle créature ne se fût trouvée là. Je me souviens qu'une grive eut l'audace de m'enlever de la main une tranche de gâteau que Glumdalclitch venait de me donner pour mon déjeuner. Si j'essayais d'attraper un de ces oiseaux, il faisait face hardiment et cherchait à me donner des coups de bec sur les doigts que je n'osais laisser à sa portée. Puis il se remettait à chercher vers ou limaces en toute tranquillité. Mais un jour, je m'armai d'un gros bâton et le lançai de toutes mes forces sur une linotte, si adroitement que je l'assommai. Lui prenant le coup à deux mains, je la traînai en courant vers ma petite gouvernante, tout fier de mon exploit. Or l'oiseau, qui n'était qu'étourdi, revint à lui et se mit à me donner sur la tête et sur le corps des coups d'aile si vigoureux que je fus 20 fois sur le point de le lâcher. J'avais pourtant pris bien soin de le tenir à bout de bras et de me garer de ses ongles. Enfin, un domestique accourut à mon secours et tordit le cou à l'oiseau qu'on me servit ensuite tout rôti sur l'ordre de la reine. Autant qu'il m'en souvienne, cette linotte était sensiblement plus grosse qu'un cygne en Angleterre. Les filles d'honneur invitaient souvent Glumdalclitch dans leurs appartements et lui demandaient de m'apporter pour qu'elles aient le plaisir de me voir et de me toucher. Souvent, elles me mettaient nu comme un verre et me glissaient tout entier entre leurs seins, ce qui me dégoûtait fort car, à dire vrai, il s'exhalait de leur peau une odeur très âcre. Je ne dis point cela pour médire de ces excellentes dames à qui je porte tout le respect que je leur dois, mais je pense que c'est la finesse de mon odorat qui était développée en proportion de ma petitesse. Ces illustres personnes ne me semblaient pas être plus désagréables à leurs amants ou à leurs compagnes que ne le sont en Angleterre les personnes de leur rang. De toute façon, je supportais encore bien mieux leur odeur naturelle que les parfums dont elles usaient, et qui me faisaient aussitôt défaillir. Je ne puis oublier qu'un de mes amis intimes à Lilliput avait pris la liberté de se plaindre, par une chaude journée où j'avais fait beaucoup d'exercice, de la forte odeur que je dégageais, encore que je sois moins sujet qu'un autre individu, de mon sexe, à de tels inconvénients. Mais je suppose que son odorat était aussi délié par rapport à moi que l'était le mien par rapport aux habitants de Brobdingnag. Sur ce point, je ne saurais manquer de rendre justice à la reine, ma maîtresse, et à Glumdalclitch, ma petite gouvernante. Elles étaient de leurs personnes aussi fraîches et saines que des dames d'Angleterre. Ce qui me mettait très mal à l'aise avec ces filles d'honneur, au cours de mes visites chez elles, c'est qu'elles ne se gênaient absolument pas devant moi, qu'elles me traitaient comme si je n'existais pas. Elles se dévêtaient entièrement ou passaient une chemise en ma présence, alors que j'étais sur leur table de toilette, juste en face de leur corps nu, spectacle qui, bien sûr, loin de m'induire en tentation, ne provoquait en moi d'autre réaction que l'horreur et le dégoût. Leur peau m'apparaissait si grossière et inégale, si bizarrement tachetée quand je la voyais de près, avec parfois un grain de beauté aussi large qu'une assiette, et couronnée de poils plus gros que des ficelles, pour ne rien dire du reste de leur anatomie.
Elles n'avaient point de scrupule non plus à se soulager devant moi des liquides qu'elles avaient bu, c'est-à-dire d'au moins la valeur de 2 barriques dans des récipients qui jaugeaient 3 tonneaux. La plus jolie des filles d'honneur, une plaisante luronne de 16 ans, s'amusait parfois à me mettre à cheval sur la pointe de son sein, ou à d'autres petits jeux que le lecteur voudra bien me pardonner de passer sous silence, mais qui me déplaisaient affreusement. Je suppliai Glumdalclitch de trouver quelque prétexte pour cesser toute relation avec cette demoiselle. Je vis un jour arriver un jeune homme, le neveu de la gouvernante de Glumdalclitch, qui les invita chaleureusement toutes les deux à venir assister à une exécution. Le condamné avait assassiné un des meilleurs amis de ce monsieur. Glumdalclitch n'était guère enthousiaste pour se joindre à eux, car elle avait le cœur fort tendre. Quant à moi, si odieux que me fussent de tels spectacles, je fus entraîné par ma curiosité à aller voir une scène que je pressentais extraordinaire. Le criminel était attaché à un siège, sur l'échafaud dressé à cette occasion, et on lui coupa la tête d'un seul coup avec une épée longue de 40 pieds. Le jet de sang qui jaillit alors des veines et des artères dépassa en volume et en hauteur tout le temps qu'il dura le grand jet d'eau de Versailles, et la tête ébranla si fort l'échafaud en tombant que j'en tressaillis de frayeur, quoique je fusse à un demi-mille de là. La reine, qui m'avait souvent entendu raconter mes voyages en mer et qui cherchait toujours à me distraire lorsqu'elle me voyait mélancolique, me demanda un jour si je savais naviguer à la voile ou à la rame, et s'il ne serait pas bon pour ma santé de faire un peu d'aviron. Je répondis que ces 2 exercices m'étaient familiers, car si mon véritable emploi était celui de chirurgien de vaisseau, je m'étais souvent vu obligé par les circonstances à travailler comme simple matelot. Mais je ne voyais pas comment je pourrais m'exercer dans leur pays, où le plus petit bachot avait le tonnage de nos plus grands vaisseaux de guerre. Ou d'ailleurs, un bateau à ma taille ne tiendrait pas longtemps sur les rivières. Mais Sa Majesté m'assura que si je voulais dessiner un modèle de bateau, son ébéniste me le construirait, et qu'elle-même me fournirait un endroit où le faire naviguer. Cet homme était un artisan fort habile, et sur mes instructions, il termina en 10 jours un voilier de plaisance qui aurait porté 8 Européens avec tout son gréement. Quand il fut terminé, la reine en fut si enchantée qu'elle le prit dans sa jupe et courut le montrer au roi. Celui-ci ordonna de le mettre dans une grande cuve d'eau pour me permettre de l'essayer, mais faute de place, je ne pus manœuvrer mes 2 rames courtes. Or la reine avait eu déjà une autre idée. Elle fit faire par son menuisier une auge de bois, longue de 300 pieds, large de 50 et de 8 pieds de profondeur. Pour la rendre étanche, on la fit bien goudronner et on l'installa par terre contre le mur de la salle extérieure du palais. Elle était munie au fond d'un robinet qui permettait de vider l'eau quand elle commençait à croupir, et 2 domestiques la remplissaient aisément en une demi-heure. C'est là que je venais souvent faire de l'aviron, pour mon plaisir, et pour celui de la reine de ces dames, qui se montraient ravies de mon adresse et de mon agilité. Quelquefois, je hissais la voile, et n'avais plus qu'à gouverner tandis que les dames me fournissaient la brise avec leurs éventails. Quand elles étaient lasses, c'étaient les pages qui gonflaient mes voiles de leur souffle, tandis que je montrais mes talents en manœuvrant à bâbord et à tribord à mon gré. Quand j'avais fini, Glumdalclitch ne manquait pas d'emporter mon bateau dans son cabinet. Elle le suspendait à un clou pour le faire sécher. Au cours de ces exercices, il m'arriva un jour un accident qui eût pu me coûter la vie. Un des pages ayant mis mon voilier dans l'auge, la gouvernante de Glumdalclitch, à qui l'on ne demandait rien, me prit pour me poser dans mon bateau. Mais il arriva que je glissai entre ses doigts, et j'aurais immanquablement fait une chute de 40 pieds si par le plus miraculeux des hasards je n'avais pas été arrêté au passage par une grosse épingle piquée dans le corsage de la brave dame. La tête de l'épingle passa entre ma chemise et la ceinture qui retenait mes chausses, si bien que je restai suspendu par le milieu du corps, jusqu'à ce que Glumdalclitch fût accouru pour me tirer de là. Une autre fois, un des serviteurs chargé de renouveler l'eau de mon auge tous les 3 jours fut assez négligent pour y verser avec son seau une énorme grenouille qu'il n'avait pas vue. La grenouille resta en plongée jusqu'à ce qu'on eût mis mon bateau à flot. Mais voyant alors un endroit où se reposer, elle y grimpa, et fit prendre tant de gîte à mon embarcation qu'il me fallut peser de tout mon poids de l'autre côté pour l'empêcher de chavirer. Sitôt embarquée, la grenouille sauta d'un bond au milieu du bateau, puis passa et repassa au-dessus de ma tête, m'enduisant la figure et les vêtements de son horrible bave. Sa grosseur en faisait l'animal le plus hideux qu'on puisse imaginer. Cependant, je demandai à Glumdalclitch de me laisser me tirer d'affaire tout seul, et j'assénai à la bête de tels coups d'aviron qu'elle finit par sauter du bateau.
Mais le plus grand péril que je courus dans ce royaume me vint d'un singe qui appartenait à un garçon de cuisine. Glumdalclitch m'avait enfermé dans son cabinet car elle devait sortir faire une course ou une visite. Comme il faisait très chaud, la fenêtre du cabinet était restée ouverte, ainsi que les fenêtres et les portes de ma grande boîte, qui était celle où je me tenais le plus souvent, y ayant plus de place et de confort. Je me trouvais donc assis à mon bureau, m'y livrant dans le calme à mes pensées, quand j'entendis quelque chose bondir par la fenêtre du cabinet et sautiller à travers toute la pièce. Quoique fort alarmé, j'eus le courage de regarder dehors, mais sans bouger de ma place, et je vis alors l'animal capricieux folâtrer et gambader de tous côtés. Il arriva enfin tout près de ma boîte, qu'il parut examiner avec plaisir et curiosité, mettant l'œil contre les trous de la porte et des fenêtres. Je me reculai dans le coin le plus éloigné de la chambre, mais le singe, qui se montrait à toutes les ouvertures, me causa une telle frayeur que je n'eus pas la présence d'esprit de me cacher sous le lit, ce qu'il m'aurait été facile de faire. Il resta un bon moment, furetant, grimaçant et jacassant. Puis il m'aperçut et passa une patte par la porte comme un chat qui joue avec une souris. J'eus beau tourner en rond pour l'éviter, il finit par m'attraper par les pans de mon habit, qui, étant fait de la soie de ce pays, était épais et très solide, et par me tirer dehors. Il me prit dans sa patte droite en un geste de nourrice qui allait un nouveau-né, ainsi que j'ai vu souvent en Europe des singes tenir des bébés chats. Comme je tentais de me débattre, il me serra si fort que je jugeai plus prudent de me tenir coi. J'ai quelques raisons de croire qu'il me prit pour un petit sarace, car il n'arrêtait pas de me caresser très tendrement le visage avec son autre patte. Il s'arrêta net en entendant du bruit à la porte de la salle. On eût dit que quelqu'un s'apprêtait à l'ouvrir. Il bondit donc sans plus attendre sur la fenêtre par laquelle il était entré, et de là il gagna les larmiers et les gouttières, courant sur 3 pattes et me tenant toujours dans la 4e, jusqu'à se trouver sur un toit voisin du nôtre. J'entendis le cri de Glumdalclitch tandis qu'il m'emportait. La pauvre enfant était presque folle d'émotion, et tout le quartier du palais fut bientôt en effervescence. Les domestiques couraient chercher des échelles. Des centaines de gens résidant à la cour virent le singe assis sur le faîte du bâtiment, me tenant sur son avant-bras comme un bébé, et de l'autre me donnant la béquée, me fourrant dans la bouche des aliments qu'il tirait de l'une de ses bajoux, et me donnant de petites tapes quand je ne voulais pas manger. Rares furent dans la foule en bas ceux qui purent s'empêcher de rire, et je ne pense pas qu'on puisse les en blâmer, car sans aucun doute la scène était comique pour tout autre que moi. Quelques-uns se mirent à lancer des pierres, dans l'espoir de faire descendre le singe, mais on le leur interdit formellement, sans quoi ils m'eussent très probablement fracassé le crâne. Les échelles étaient maintenant en place, et plusieurs hommes y montèrent. Le singe s'en aperçut, et comme il se voyait presque cerné et incapable avec 3 pattes de se sauver assez vite, il me lâcha sur une tuile faîtière et décampa. Je restai assis là quelque temps, à 500 yards du sol, craignant à chaque instant de perdre l'équilibre, emporté par le vent ou pris de vertige, et de rouler depuis le faîte jusqu'au bord du toit. Mais un brave garçon, un des laquais de ma gouvernante, grimpa jusqu'à moi, me mit dans la poche de sa culotte, et me redescendit sain et sauf. J'étais presque étouffé par les matières infectes que le singe m'avait fourrées dans le gosier, mais ma chère petite Glumdalclitch les retira de ma bouche avec une petite aiguille, et je pus vomir, ce qui me fit grand bien. Cependant j'étais si faible, si meurtri par l'étreinte de cette horrible bête que je dus garder le lit 15 jours. Le roi, la reine et toute la cour firent prendre chaque jour des nouvelles de ma santé, et sa majesté la reine me fit plusieurs visites pendant ma maladie. On fit abattre le singe, et publier une ordonnance qui interdisait à l'avenir d'élever dans l'enceinte du palais tout animal de cette espèce. Quand je rendis visite au roi pour la première fois après ma guérison, afin de le remercier de ses bontés, il lui plut de me taquiner un bon moment à cause de cette aventure. Il me demanda quels avaient été mes sentiments et mes réflexions pendant que j'étais dans les bras du singe, si j'avais apprécié la nourriture qu'il m'avait servie, et la façon dont il me donnait la béquée, si enfin l'air du toit m'avait aiguisé l'appétit. Il désirait savoir ce que j'aurais fait dans des circonstances analogues dans mon pays. J'expliquai donc à Sa Majesté qu'en Europe nous n'avions pas de singes, à part quelques-uns qu'on apportait d'autres contrées, à titre de curiosité, et qu'ils étaient si petits que je me faisais fort de me défendre contre une douzaine de ces animaux s'ils venaient à m'attaquer. Quant au monstre auquel je venais d'avoir affaire, et qui en vérité était de la taille d'un éléphant, si la surprise ne m'avait enlevé mes moyens, si j'avais songé à utiliser mon sabre d'abordage, et en prononçant ces mots, je pris un air farouche et mis la main à la garde, au moment où il introduisait la patte dans ma chambre,
je lui eusse porté un tel coup qu'il l'eût retiré plus vite qu'il ne l'avait avancé. Je prononçai ces paroles sur le ton ferme d'un homme qui n'admet pas que son courage soit mis en question. Cependant, mon discours n'eut pas d'autre effet que de provoquer une tempête de rire. Malgré le respect dû au monarque, personne autour de lui ne put se retenir de s'esclaffer. Je me pris alors à penser combien il est vain pour un homme de chercher à se faire admirer par ceux qui le dépassent de 100 coudées. Et pourtant, depuis mon retour, j'ai vu souvent en Angleterre mes semblables se comporter comme je l'avais fait moi-même à cette occasion. Ainsi, par exemple, un misérable faquin ne pouvant aucunement prétendre ni à la naissance, ni à la distinction, ni à l'esprit, ni même au simple bon sens, aura le front de se pavaner et de se croire l'égal des plus grands personnages du royaume. Chaque jour, je fournissais à la cour quelque anecdote réjouissante. Glumdalclitch, qui pourtant m'adorait, avait la malice d'informer aussitôt la reine chaque fois que je faisais une sottise qu'elle pensait propre à divertir sa majesté. Un jour où sa gouvernante l'avait emmenée prendre l'air, car elle était un peu souffrante, à 1 heure de marche de la ville, c'est-à-dire à 30 miles environ, elles descendirent toutes deux de voiture près d'un petit sentier dans un champ. Glumdalclitch posa par terre ma boîte de voyage et je sortis pour me promener. Il y avait une bouse de vache sur le sentier, et je tins à faire parade de mon agilité en la franchissant d'un bond. Je pris mon élan, mais, par malheur, je sautai trop court et me retrouvai au beau milieu, avec de la bouse jusqu'aux genoux. Je m'en tirai à grand-peine, et l'un des laquais me nettoya comme il plut avec son mouchoir, car j'étais affreusement maculé, et Glumdalclitch m'enferma dans ma boîte jusqu'au retour à la maison. La reine fut bientôt informée de cet incident, et les laquais le racontèrent par toute la cour, si bien que pendant plusieurs jours, on rit beaucoup à mes dépens. Et c'est la fin du chapitre 5, les amis. Du coup, je vous rappelle qu'on vient de lire le chapitre 4 et 5, dont les résumés faits par l'auteur sont les suivants. Pour le chapitre 4, description du pays, l'auteur propose de corriger les atlas contemporains, le palais du roi, quelques aspects de la capitale, moyens de locomotion employés par l'auteur, description du plus grand des temples. Et dans le chapitre 5, diverses mésaventures arrivées à l'auteur, exécution d'un criminel, et l'auteur montre ses talents de navigateur. Je trouve que les résumés sont un peu courts par rapport à d'habitude, il s'est passé plus de choses quand même que ça. Bref. C'était tout pour le chapitre 5. Nous marquons une courte pause, les amis. Et du coup, bienvenue sur le live, Chamast, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Bon, honnêtement, ça va. C'est-à-dire que je suis plutôt encore dans l'histoire. Je suis plutôt. J'ai pas complètement décroché, j'ai réussi à m'y remettre. Donc je suis toujours plutôt dans l'histoire. Par contre, honnêtement, ça a un peu tendance à tourner en rond, je trouve. Après, ça va, les petites histoires qui sont racontées sont relativement drôles et relativement bien écrites. Du coup, ça reste distrayant, ça reste agréable à lire et voilà. Mais il se passe pas des choses dingues, quoi. C'est un peu comme dit dans le résumé du chapitre. C'est bah voilà, plein de petites anecdotes. Donc oui, on peut dire que ces chapitres sont très anecdotiques. C'est vraiment plein de petites aventures, plein de micro-choses qui lui sont arrivées, qui pourraient très bien rendre d'ailleurs dans dans une sorte de dessin animé ou quelque chose comme ça. Je comprends très bien pourquoi les aventures de Gulliver ont été adaptées à ce point pour des dessins animés pour enfants, même si il y avait quelques passages qui, pour le coup, sont vraiment pas pour les enfants. Euh, Ça fait un peu sketch gag. Oui, voilà, exactement, exactement. Moi, franchement, ça me rappelle trop des dessins animés de quand j'étais petit, hein. Je sais pas, ça va me rappeler. Comment ça s'appelait ce truc-là? Simsalagrim? Un truc comme ça? Je sais plus. Enfin bon, ça me rappelle ce genre-là, quoi. Voilà, il se passe des petits gags, ouais, des petits gags, c'est le bon mot, je pense. Euh, Après, c'est sûr qu'il y a quand même des passages qui sont pas faits pour les enfants. Euh,
C'était très bizarre ce passage-là d'ailleurs. Le passage, où, les dames de la cour s'amusent à le mettre nu pour les frotter sur leur corps. C'est what? Ou pour, les mettre, à califourchon sur leur sein. Enfin, c'est très, très bizarre ça. Enfin, je sais pas. J'ai pas trop compris, comment on en était venu à ces passages et pourquoi surtout, mais admettons. Mmh, ce sont des anecdotes comme d'autres. Après, ce qui est drôle, c'est ce qui avait déjà la fois passé et c'est pour ça que ça continue quand même à être un peu répétitif. C'est ce qui avait déjà la fois passé, c'était ces réflexions sur j'allais dire sur les perspectives, mais c'est même plus sur les proportions, et du coup de dire, bah, en fait, pour un petit homme, les odeurs, elles sont plus fortes, donc du coup, c'est plus désagréable, c'est difficile. Pour un petit homme, même la femme la plus, jolie va paraître immonde parce que du coup, il voit les pores de la peau, comme si on regardait, un corps au microscope et avec des poils de la taille de ficelle, avec, des cratères, dans la peau, dans lesquels il pourrait se loger complètement et ainsi de suite. Bref, heu, donc ces réflexions-là, on va dire, heu, sont un tout petit peu philosophiques, on va dire, et un petit peu intéressantes. L'idée que voilà, tout est question de proportion, tout est question de perspective. Maintenant, je trouve que oui, il y avait, sur les chapitres que je viens de vous lire, plus un côté humoristique qu'autre chose et en termes de scénar même, il y a pas grand-chose à en tirer, il y a pas une réelle avancée, spectaculaire, ou de grands chamboulements, dans le parcours de notre personnage, quoi. Il y a toujours ces petites réflexions aussi un petit peu sur le fait que peu importe ce qu'il va faire, dans ce pays, et ben, en fait, il va avoir l'air, ridicule et il va pas être vraiment pris au sérieux et ainsi de suite. C'est très triste, comme constat et en même temps, je trouve ça très malheureusement, très bien vu. Je pense vraiment que, il y a un peu un truc comme ça de, bah, en fait, quelque part de racisme, quoi. De, si tu sors un petit peu trop de la norme, si t'es pas exactement, ouais, si t'es pas exactement dans la moyenne, et bah, tout de suite, tu un peu regardé de haut et tout de suite, on va pas prendre le temps de vraiment te prendre au sérieux, vraiment considérer que ce que tu dis, ça a de l'intérêt, heu et puis on va plutôt passer par le rire et la moquerie, quoi. Donc malheureusement, je trouve que c'est bien vu. 3 hommes dans un bateau, c'est un peu comme ça aussi. Ah, je connais pas 3 hommes dans un bateau pour le coup. Oh voilà. Du coup, c'était une lecture agréable sans être une lecture transcendante, je dirais, pour le moment. En tout cas sur ces chapitres. Je vais vous lire le chapitre 6 assez rapidement parce que comme je sais que la lecture du jour va pas être très longue et la lecture de la fois prochaine encore moins longue, j'aime pas faire des j'aime pas dans mes lives de lecture faire des passages de pause et de blabla plus longues que mes lectures. Je veux quand même que les lives de lecture, le principal, ça reste la lecture. Hem Et puis on aura sûrement le temps de discuter ensuite puisque je vais certainement enchaîner. Je pense que je vais enchaîner avec un live, introspectif, même s'il sera peut-être pas forcément long, mais, d'ailleurs je sais, je me tâte parce que j'y réfléchis en même temps que je lis. Je me tâte à est-ce que même je mettrai la rediff sur YouTube? Je sais pas trop en fait. Heu, Parce que ça risque d'être une petite capsule comme ça rapide, je pense. On va voir. Hem, Voili voilou. Écoutez, je pense que je me relance sans plus attendre. Hop. J'ai vraiment je sais pas, la semaine passée, j'étais vraiment pas content de ma lecture, de ma performance de lecture, je veux dire. Là, en début de live, j'ai eu très peur que ça refasse comme la semaine passée. Je me demande si c'est vraiment pas ce côté de me laver les dents, pas longtemps avant le live, qui m'empêche d'être bon entre guillemets.
enfin qui me fait galérer un peu plus, ou si c'est le manque d'habitude, parce que ça fait quand même peu de temps que j'ai repris les lives, et puis ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait avant ça. Hem, Peut-être aussi que ce dont je vous parlais en intro de live, le fait de faire 2 lectures par semaine, ça a peut-être un impact aussi sur ma faculté à lire bien parce que forcément je pratique l'exercice davantage. Donc forcément, logiquement, je reste un peu plus dans une, comment dire? Dans une, j'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit que routine, mais dans une routine qui entretient, quelque part ma capacité de lecture à voix haute. Bref. Allez, je vous souhaite une bonne écoute pour ce petit chapitre de 10 pages à venir. C'est ça, hein? Attendez, c'est bien ça? C'est bizarre, j'arrive plus à m'organiser là aujourd'hui. Heu, Pourquoi ça va là? C'était ça que j'avais décidé? 168, 179, c'était ça que j'avais décidé? Mmh. Oui, ça nous fait 11 pages et après il nous restera 27 pages pour la prochaine fois. Donc oui, c'est ce que j'avais décidé, je pense. Bien, bien, reprenons. Bonne écoute que vous me regardiez en live ou en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour la fin du live. Chapitre 6. J'avais coutume de me rendre 1 ou 2 fois par semaine au lever du roi, et souvent je l'avais trouvé aux mains de son barbier, ce qui me parut, les premiers temps, un spectacle vraiment terrifiant, car le rasoir était presque 2 fois plus long qu'une faux de taille normale. Sa Majesté, selon l'usage du pays, ne se faisait raser que 2 fois par semaine. Je demandai un jour au barbier un peu de sa mousse, d'où je retirai 40 ou 50 des plus gros poils de barbe, puis je pris un morceau de bois fin que je découpai en forme de peigne. Puis je pris un morceau de bois fin que je découpai en forme de peigne, y faisant ensuite, à l'aide de la plus fine aiguille de Glumdalclitch, une série de trous placés à intervalles réguliers. Je réussis à y passer les poils, que j'avais grattés et taillés en pointe avec mon couteau, de façon à avoir un peigne très convenable, et dont j'avais grand besoin, car le mien avait tellement de dents cassées qu'il ne me servait presque plus à rien, et je ne connaissais pas dans tout le pays d'artisans assez précis et minutieux pour m'en faire un autre. Ceci me rappelle un passe-temps auquel je consacrais bien des heures de loisir. J'avais demandé à une femme de chambre de la reine de recueillir pour moi les démêlures de Sa Majesté, et quand j'eus une certaine quantité de cheveux, je consultai mon ami l'ébéniste, qu'on avait mis à ma disposition pour me faire de petits ouvrages. Je lui demandai de me faire l'armature de 2 fauteuils, pas plus grands que ceux qui étaient dans ma boîte, puis de percer avec une alène fine une série de petits trous sur le siège et au dos. Par ces trous, je fis passer les cheveux les plus épais, que je tressai tout comme on fait en Angleterre pour les chaises cannées. Lorsqu'ils furent terminés, j'offris ces 2 fauteuils à la reine qui les mit dans son cabinet et ne manquait pas de les montrer comme des curiosités à ses visiteurs qui s'en émerveillaient. La reine aurait voulu m'y faire asseoir, mais je refusais absolument de lui obéir, protestant que j'aimerais mieux souffrir 1000 morts que de poser une des parties honteuses de mon individu sur ces précieux cheveux qui avaient un jour orné la tête de Sa Majesté. Comme j'ai toujours eu du goût pour le travail manuel, je fabriquai encore avec ces cheveux une jolie petite bourse de 5 pieds de long et portant le nom de la reine brodée en lettres d'or que j'offris à Glumdalclitch avec la permission de Sa Majesté. À dire vrai, l'objet était plus joli qu'utile, car il était trop fragile pour résister au poids des grosses pièces, de sorte que ma petite amie ne mettait dans sa bourse que quelques-unes de ces babioles que les fillettes adorent posséder. Le roi, qui goûtait fort la musique, se faisait souvent donner des concerts, auxquels on me transportait quelquefois dans ma boîte, mais le bruit était si assourdissant que je pouvais à peine distinguer les airs. Je suis certain que tous les tambours et toutes les trompettes de l'armée royale battant et sonnant ensemble à vos oreilles ne sauraient faire autant de tapage. Ma méthode en ce cas était de faire mettre ma boîte aussi loin que possible de l'orchestre, puis de fermer portes et fenêtres et de tirer les rideaux, moyennant quoi je ne trouvais pas leur musique désagréable. J'avais appris dans ma jeunesse à jouer de l'épinette. Glumdalclitch en avait une dans sa chambre, et un maître de musique venait 2 fois par semaine lui donner des leçons. Si je dis d'épinette, c'est que l'instrument en question y ressemblait fort,
et s'utiliser de la même façon. Il me prit fantaisie, pour plaire au roi et à la reine, de leur jouer un air anglais. Mais il apparut que c'était là chose fort difficile, car le clavier avait près de 60 pieds de long et chaque touche un pied de large, si bien qu'en écartant les deux bras, je n'avais pas plus de 5 touches à ma portée. D'ailleurs, pour tirer de chacune d'elles un son, il me fallait donner un véritable coup de poing, il me fallait donner un formidable coup de poing, ce qui représentait beaucoup d'efforts pour un bien piètre résultat. Je mis au point alors le système suivant. Je me procurai 2 bâtons de la taille d'un bon gourdin et renflés à une extrémité. Je couvris le gros bout d'une peau de souris pour ne pas abîmer la surface des touches et ne pas dénaturer les sons. On plaça devant l'épinette un banc à quelques 4 pieds du clavier et on me déposa sur ce banc. Je me déplaçais à sa surface en marchant de côté et en frappant à tour de bras avec mon bâton sur les touches que je devais abaisser. Je parvins ainsi à jouer une gigue anglaise pour la plus grande satisfaction de leur majesté. Mais ce fut là l'exercice le plus épuisant que j'ai fait de ma vie. Pourtant, je n'avais pas pu atteindre plus de 16 notes, ni par conséquent jouer ensemble l'air et l'accompagnement, comme le font les musiciens, ce qui ôtait à mon jeu beaucoup d'agrément. Le roi était, comme je l'ai dit, un prince d'une haute intelligence, et souvent il ordonnait qu'on apportât ma boîte à son cabinet de travail et qu'on l'installât sur sa table. Il me faisait alors sortir avec une de mes chaises et m'asseoir à moins de 3 yards de lui, sur la petite étagère qui dominait le meuble, de sorte que j'étais presque au niveau de son visage. C'est ainsi que j'eus avec lui plusieurs entretiens. Je pris un jour la liberté de dire à Sa Majesté que le mépris qu'il professait envers l'Europe et le reste du monde me semblait indigne des éminentes qualités que possédait son esprit, que la raison ne croissait pas à proportion du volume des corps, mais qu'au contraire, on observait souvent dans nos pays que les hommes de plus haute taille étaient les moins doués quant à l'intelligence, que, de tous les animaux, on estimait que c'était l'abeille et la fourmi qui l'emportaient en industrie, adresse et sagacité sur bien des espèces de taille supérieure, et que, si insignifiant que je lui apparusse, j'espérais vivre assez pour rendre à Sa Majesté quelque éminent service. Le roi m'écouta avec attention, et sembla se former de moi une opinion plus favorable que jamais auparavant. Il me pria de lui décrire le plus exactement possible les institutions politiques de l'Angleterre, car, si attachés que soient d'habitude les princes aux coutumes de leur propre pays, cette idée sur les autres monarques, c'était mes récits qu'il la lui avait donnés, il serait heureux d'entendre parler de quelque chose qui valût d'être imité. Imagine donc, aimable lecteur, combien de fois je fis le vœu de posséder l'éloquence de Démosthène ou de Cicéron, qui m'eût permis de chanter les louanges de mon bien-aimé pays natal en un style digne de ses mérites et de sa félicité. Je commençai mon exposé en révélant à Sa Majesté que nos États se composaient de 2 îles, formant 2 puissants royaumes unis sous un même souverain, sans compter nos colonies d'Amérique. Je m'étendis longtemps sur la fertilité de notre sol et la clémence de notre climat. Puis, je parlais en détail de l'organisation du Parlement anglais et d'abord de l'illustre Chambre des Pairs qui le constitue en partie. Ces membres sont du sang le plus noble et possèdent les domaines les plus anciens et les plus vastes. Je décrivis leur éducation, disant avec quel soin toujours extraordinaire on leur apprend les arts et les armes pour les rendre capables de tenir le rôle, qui leur échoit de naissance, de conseiller du roi et du royaume, de prendre part à l'œuvre législative, d'être les membres de la plus haute cour de justice, celle qui juge sans appel, et enfin d'être toujours des champions prêts à défendre leur prince et leur pays grâce à leur valeur, leur dignité et leur fidélité. Ils sont l'ornement et le bouclier du royaume, les dignes héritiers de leurs glorieux ancêtres, à qui seuls leur vertu avait valu leur élévation et dont on n'a jamais pu dire que leur postérité eût dégénéré. Aux côtés de ces hommes, on trouve dans cette assemblée un groupe de pieux personnages appelés les évêques, dont le rôle particulier est de s'occuper de la religion et de ceux qui l'enseignent au peuple. Ils sont recrutés par le prince et ses conseillers, après une enquête minutieuse dans toute la nation, parmi les membres de la classe sacerdotale qui se sont le plus justement distingués par la sainteté de leur vie et la profondeur de leur érudition. Ils sont sans conteste les pères spirituels aussi bien du clergé que du peuple. La deuxième assemblée, qui compose le Parlement, est appelée Chambre des communes. Ses membres sont des notables librement choisis et désignés par le peuple lui-même en raison de leur qualité d'esprit et leur patriotisme, pour représenter la sagesse de la nation tout entière. Ces 2 corps réunis
forment la plus auguste assemblée d'Europe, celle qui détient en même temps que le prince le pouvoir législatif. Je descendis ensuite aux cours de justice, présidées par les juges, ces sages et vénérables interprètes de la loi, dont le rôle est de trancher les disputes nées entre les hommes sur leurs biens et sur leurs droits, mais aussi de punir le vice et de protéger l'innocence. Je signalai la prudente gestion de notre trésor, la vaillance et l'efficacité de nos forces maritimes et terrestres. Je donnai le chiffre de notre population, en précisant combien de millions d'hommes appartenaient à chacune des sectes religieuses et à chacun des partis politiques qui fleurissaient chez nous. J'eus même le soin de ne pas omettre nos sports et nos distractions, non plus que tout ce qui pouvait, pensais-je, rehausser le lustre de mon pays. Et je conclus le tout par un bref exposé historique des affaires anglaises et des événements dont la nation avait été le théâtre pendant la dernière centaine d'années. Cet entretien ne dura pas moins de 5 séances de plusieurs heures chacune, et le roi me prêta toujours la plus grande attention, prenant fréquemment note de ce que je disais et faisant une liste de questions à me poser plus tard. Quand j'eus fini avec mon long exposé, Sa Majesté qui, au cours d'une 6e séance, avait ses notes sous les yeux, exprima ses doutes, posa des questions et fit des réserves sur chacun des points traités. Elle me demanda quelles étaient les méthodes couramment employées pour l'éducation physique et intellectuelle de nos jeunes patriciens, et quel était leur genre d'occupation pendant les premières années de leur vie, qui sont celles de la formation. De quelle façon on renouvelait la première assemblée, quand une famille noble venait à s'éteindre. Quelles qualités étaient exigées de ceux que l'on créait lord. Si un caprice du prince, un pot de vin à une dame bien en cour ou à un premier ministre, si même le désir de renforcer un parti opposé à l'intérêt public, n'intervenait jamais comme motif d'une de ces créations. Quelles compétences particulières ces grands seigneurs avaient dans le droit de leur pays et comment ils avaient pu l'étudier assez à fond pour trancher en dernier ressort les procès de leurs compatriotes en matière de propriété. S'ils étaient toujours suffisamment à l'abri de la cupidité, du parti pris ou du besoin, pour que la corruption ou toute autre chose blâmable ne se rencontre jamais parmi eux. Quant aux dignes prélats dont j'avais parlé, devaient-ils toujours leur élévation à leur science théologique et à la sainteté de leur vie? N'avaient-ils pas, quand ils étaient simples prêtres, cédé à l'esprit du siècle? Ne s'étaient-ils pas fait bassement les chapelains de quelques grands seigneurs dont ils continuaient servilement à suivre les opinions, une fois admis dans la haute assemblée? Puis le roi me pria de lui dire par quel procédé on élisait ceux que j'avais appelés députés aux communes, si le premier venu, au portefeuille bien garni, ne peut pas influencer l'électeur moyen et obtenir son vote aux dépens des possesseurs de ses propres terres ou du plus important seigneur de son voisinage. Comment s'expliquait-on que des gens eussent un tel désir d'être élus à une assemblée, dont les membres, de mon propre aveu, ont beaucoup de tracas et de frais, risquent même de ruiner leur maison sans toucher ni salaire ni pension? En vérité, il y avait là un trait de civisme si extraordinaire que Sa Majesté avait du mal à croire qu'il fût toujours sans arrière-pensée. Le roi me priait donc de lui dire si ces hommes pleins de zèle n'avaient jamais la tentation de se dédommager de leurs dépenses et de leurs soucis, en sacrifiant le bien public au dessein d'un prince faible ou débauché, avec l'accord d'un ministère corrompu. Il multipliait les questions, et passa ainsi au crible tout ce que je lui avais dit sur ce point, demandant d'innombrables précisions et faisant des objections que je ne trouve ni prudent ni opportun de raconter. Ni opportun de rapporter, pardon. À propos de ce que je lui avais dit des cours de justice, Sa Majesté me pria de l'éclairer sur plusieurs points, et j'étais bien placé pour lui répondre, ayant été presque complètement ruiné, quelque temps auparavant, par un long procès devant la chancellerie que j'avais gagné avec les dépens. Le roi me demanda combien de temps on mettait généralement pour déterminer qui avait tort et qui avait raison, et combien il en coûtait. Si les avocats et les orateurs avaient la liberté de plaider des causes manifestement injustes, vexatoires ou entachées de violence, si les opinions politiques ou religieuses donnaient l'impression d'avoir quelque poids dans la balance de la justice, si les orateurs qui plaidaient étaient des personnes dont l'esprit avait été formé à l'équité ou seulement rempli de textes coutumiers, provinciaux, nationaux ou locaux, si eux-mêmes, ou les juges devant qui ils paraissaient, avaient quelque part à la rédaction des lois qu'ils prenaient la liberté d'interpréter ou de gloser à leur guise. S'il ne leur était jamais arrivé, à différentes occasions, de plaider pour et contre la même cause, en citant des précédents pour appuyer des opinions opposées. S'ils formaient une corporation riche ou pauvre. S'ils recevaient quelques récompenses en argent pour plaider ou faire connaître leur avis.
Il prit bien soin de s'informer si l'on en avait vu faire partie de la chambre basse. Il passa ensuite à la gestion de nos finances et me dit que j'avais dû faire une erreur de mémoire, car je lui avais donné pour nos taxes le chiffre de 5 à 6 millions par an, et quand j'avais parlé des dépenses, il avait remarqué qu'elles s'élevaient à plus du double. Or, il avait sur ce point-là pris ses notes avec un soin tout particulier, car il espérait, ce sont ses propres paroles, que notre façon d'agir lui fournirait des renseignements précieux. Il ne pouvait donc pas s'être trompé dans ses comptes. Mais alors, si ce que j'avais dit était vrai, il aimerait savoir comment un État pouvait vivre au-dessus de ses moyens comme un simple particulier. Qui sont vos créanciers, me demanda-t-il, et où trouvez-vous de l'argent pour les rembourser? Il s'étonnait aussi de m'entendre parler de guerres coûteuses et interminables. Nous étions certainement des gens querelleurs, ou alors nous vivions entourés de très méchants voisins, et nos généraux devaient sans conteste être devenus plus riches que nos rois. Il me demanda ce que nous pouvions bien aller faire hors de nos îles, sinon pour des raisons de négoce ou de diplomatie, ou pour protéger nos côtes avec notre flotte. Mais ce qui lui sembla le plus étonnant, c'était de m'entendre parler d'une armée de métiers permanente, en pleine paix, et au milieu d'un peuple libre. Il dit que, puisque nous étions gouvernés par des représentants élus de notre plein gré, il ne voyait vraiment pas de qui nous avions peur ou contre qui nous devions nous battre, et me demanda si, à mon avis, la maison d'un citoyen n'est pas mieux défendue par lui-même, ses fils et ses domestiques, que par une demi-douzaine de gredins ramassés au hasard dans les rues et si misérablement payés qu'il gagnerait 100 fois plus à égorger toute la maisonnée. Il se moqua de la bizarre arithmétique, tel fut le terme qu'il employa, selon laquelle j'avais voulu établir le chiffre de notre population, en comptant les différentes sectes politiques et religieuses du pays. Il ne comprenait pas, disait-il, pourquoi on obligerait à se convertir un homme dont les idées nuisaient au bien public, ni d'autre part pourquoi on ne le forcerait pas à se taire. Car si la première exigence est pour tous les régimes un acte de tyrannie, l'absence de la deuxième n'est qu'un signe de faiblesse. On peut en effet autoriser un homme à garder des poissons dans sa chambre, mais non pas à les vendre partout comme remontants. Il me fit remarquer qu'entre les différentes distractions recherchées par la noblesse, j'avais mentionné le jeu. Il aimerait savoir à quel âge on commençait à pratiquer ce divertissement et à quel âge on y renonçait, combien de temps on y passait, et s'il arrivait à passionner assez ses adeptes pour avoir des incidences sur leur fortune. Ne serait-il pas possible que des gens vils et corrompus ne parvinssent à gagner beaucoup d'argent grâce à leur habileté en cet art, et à tenir sous leur dépendance les descendants de nos meilleures familles, tout en les habituant à de mauvaises fréquentations? Qu'ils les fissent négliger complètement leur formation intellectuelle, et même s'adonner à l'infâme pratique de la tricherie pour compenser les pertes subies? Il fut complètement ébahi de l'historique que je lui avais fait de nos affaires au cours du dernier siècle. Il n'y voyait, m'affirma-t-il, qu'une accumulation de conspirations, rébellions, meurtres, massacres, révolutions, bannissements, le tout n'étant que l'effet désastreux de notre cupidité, notre esprit de faction, notre hypocrisie, notre perfidie, notre cruauté, notre rage, notre folie, notre haine, notre luxure, notre malveillance et notre ambition. Sa Majesté, au cours d'une nouvelle audience, prit la peine de récapituler l'ensemble de ce que je lui avais dit, mettant en regard les questions qu'elle avait posées et les réponses que j'avais faites. Puis, me prenant dans ses mains et me caressant gentiment, elle s'exprima en ces termes que je n'oublierai jamais. Mon petit ami... Pardon. Mon petit ami Grillgrid... Non, c'est pas ça. Grildrig. Trop dur à dire les noms des habitants de Brobdingnag. Donc, puis me prenant dans ses mains et me caressant gentiment, elle s'exprima en ces termes que je n'oublierai jamais. Mon petit ami Grildrig, vous m'avez fait de votre pays un panégyrique tout à fait admirable. Vous avez nettement prouvé que l'ignorance, l'incapacité et le vice sont les qualités que vous requérez d'un législateur et que personne n'explique, n'interprète et n'applique les lois, aussi bien que ceux dont l'intérêt et le talent consistent à les dénaturer. J'ai retrouvé dans vos institutions quelques traits qui étaient passables à l'origine, mais dont les uns sont à moitié effacés, les autres brouillés et dénaturés par les abus. Il ne ressort pas de votre exposé qu'une seule vertu soit jamais exigée pour l'obtention d'une de vos charges publiques, et encore moins que les prêtres soient promus pour leur piété et leur savoir, les soldats pour leur fidélité et leur vaillance, les juges pour leur intégrité, les sénateurs pour leur patriotisme et les conseillers pour leur sagesse.
Quant à vous, continua le roi, comme vous avez passé la moitié de votre vie à voyager, je veux bien espérer que vous avez jusqu'à présent su vous garder des nombreux vices de vos compatriotes. Mais d'après les données que m'ont fournies à la fois votre propre récit et les réponses que je vous ai extorquées à grand-peine, je ne puis tirer qu'une conclusion. C'est que les gens de votre race forment, dans leur ensemble, la plus odieuse petite vermine à qui la nature ait jamais permis de ramper à la surface de la terre. Et c'est la fin du chapitre 6. Ce sera donc également la fin de la lecture pour aujourd'hui. Dans ce chapitre 6, nous avons vu l'auteur fabrique certains objets qu'il offre au roi et à la reine. Il montre ses talents de musicien. Le roi l'interroge sur l'état de l'Europe que lui expose l'auteur et observation du roi à ce sujet. Nous passons à l'outro du live, les amis. Eh bien, ce chapitre était tout à fait différent. Pour le coup, c'était vraiment, vraiment radicalement différent. Et très intéressant, je trouve. Je pense que... Au début, j'ai eu peur, en fait. Au début, j'ai eu peur que ça soit un peu trop spécialiste. Je me suis dit, ah, il faut connaître l'Angleterre de cette époque pour vraiment comprendre de quoi ça va parler. Je pense qu'en effet, on y gagnerait beaucoup. Je pense qu'un historien ou quelqu'un d'intéressé, de passionné par cette époque, y gagnerait beaucoup. Je pense pas avoir toutes les notions pour comprendre de quoi il parle exactement. Mais au final, ça reste relativement compréhensible. Et ce qui est compréhensible, surtout, c'est ce fameux côté satirique, satire politique, qui est adjoint à l'œuvre de Jonathan Swift. Jusqu'à présent, on la voyait poindre par instant, par moment, au détour d'une phrase. Des petites réflexions un peu subtiles, un peu cachées, euh, souvent avec un ton un peu humoristique, etc. Là, on est beaucoup plus frontal, beaucoup plus euh, directement les pieds dans le plat, et voilà. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, qu'on pourrait plutôt penser que Jonathan Swift se situe en réalité du côté de la pensée du roi de Brobdingnag, mais à la fois, encore une fois d'ailleurs, il a réussi à garder une espèce d'impartialité de façade en tout cas, impartialité pardon de façade en tout cas, c'est-à-dire qu'il dit pas prenez plutôt tel ou tel parti, il dit Gulliver, il présente l'Angleterre, il est jouasse. Gulliver, il présente l'Angleterre et il en vante, enfin il en fait l'éloge quoi. Il en vante les mérites, euh, il en parle avec enthousiasme, il explique dans le détail la grandeur de l'Angleterre et ainsi de suite. Et ensuite, sans dire il faut croire l'un ou l'autre, ça qui est cool aussi je trouve, même si on se doute qu'a priori ça serait plutôt la pensée du roi, celle de Jonathan Swift. Le roi vient tout casser l'un après l'autre. Il reprend point par point tous les arguments, ou plutôt toutes les, j'allais dire presque anecdotes, en tout cas toutes les informations qui lui ont été transmises, pour le remettre en doute, pour le remettre en question, et en fait pour en faire un constat très 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 négatif. Donc je comprends un peu mieux le côté satire politique de l'œuvre, je comprends un peu mieux le côté scandaleux qu'a pu avoir l'œuvre à l'époque, parce qu'il me semble, comme beaucoup d'œuvres, que cette œuvre a été censurée à l'époque. Parce que là, clairement, critique directe de la politique du roi et ainsi de suite, quoi. Du système de société anglais de l'époque. Donc forcément, on se met en danger en quelque sorte en écrivant ça. Et ouais, non, franchement, très intéressant du coup, la manière dont ça a été fait. Euh, et quelque part, un petit parti pris quand même
notamment, j'ai envie de dire, avec la conclusion du roi, puisque le roi, en voyant tout ça, finit en disant: «Donc en fait, les gens qui dirigent, c'est les gens qui peuvent le plus profiter des rois des lois et ainsi de suite, qui peuvent le plus les bafouer, qui peuvent le plus, ne rien respecter. Donc vous avez vraiment créé une société, de vermine comme il le dit, c'est-à-dire, de gens corrompus, et ainsi de suite. C'est j'ai beaucoup aimé la manière en fait, c'est ça, le procédé. J'ai beaucoup aimé le procédé de ce chapitre et du coup, ça tranche vachement avec les anecdotes un peu humoristiques qu'on a eues juste avant. C'était assez inattendu. Hem, je suis en train de me spoil un tout petit peu, en lisant, vite fait le chapitre le résumé pardon, du chapitre 7. Ça me donne très, très envie de lire la suite pour le coup. Donc le chapitre 7 et 8 pour terminer cette deuxième partie, ça sera la semaine prochaine tout simplement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like en rediffusion. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Discord, Facebook et Twitter, etc. etc. Pour ceux qui sont avec moi en live, comment je vais m'organiser? Pour ceux qui sont avec moi en live, je vais faire une fausse intro, une fausse, une fausse fin de live et une fausse intro pour que sur YouTube je puisse mettre la lecture séparée du In My Head. Hop. Et du coup, on est bon. On est bon. Mettez la cloche, tout à fait. Je crois que j'ai jamais dit ça de ma vie. Allez, bref. C'était tout pour cette lecture. On se retrouve très vite. Et je vous tiendrai au courant, oui. Bah, c'est ce dont on va parler dans le live in my head en partie. Je vous tiens au courant si je passe à 2 lives par semaine. De toute manière, la meilleure manière d'en être informé, ça sera sur Twitter, Facebook et Discord. Dès que je lance un live, je préviens. Voilà, voilà. À la prochaine, des bisous pour une prochaine lecture, et bye bye.